Bienvenue dans ce comparatif ultime entre Google Bard et ChatGPT-4. Aujourd'hui, on est le 1er décembre 2023 et avant le début de l'année, j'aimerais faire un comparatif pour pouvoir voir parce que comme en début d'année, tout le monde va vouloir évoluer les systèmes et je pense qu'il y a beaucoup de mises à jour qui sont déjà prêtes et qui vont être déployées en 2024. J'aimerais faire un test, effectuer un test sur 10 requêtes différentes sur les deux outils pour voir vraiment si on a eu une évolution de Bard en termes de réponse, en termes de création, en termes de créativité. Donc on va comparer les deux LLM. Donc voici les 10 idées que j'ai fait générer à ChatGPT. Donc description d'un lieu imaginaire, donc je vais pas vous lire ça, on va le voir au fur et à mesure. Description de scénario de science-fiction, conseils pratiques, histoire courte, explications techniques, recettes inventives, analyse de tendance, débat philosophique, ça très intéressant, planification de voyage et création de personnages. Donc c'est parti, nous allons uniquement récupérer la requête qui est ici. Donc par exemple pour la description du lieu imaginaire, on va avoir « Peux-tu décrire en détail une ville imaginaire dans les nuages ?» Donc, voilà, ça va être un peu créatif, mais on va voir la réponse des deux LLM. C'est vraiment ça la différence, que ça soit dans la structuration. Donc après, chacun le voit comme il veut. Il y en a qui vont voir une réponse simple. Moi, je vais voir dans la structuration, est-ce que ça va être simple à lire? Est-ce qu'il y aura des sauts de ligne? Est-ce qu'il y aura une liste à puces? Est-ce qu'il va éventuellement avoir des emojis? Ça, on va le voir tout de suite. Donc, pour ne pas être biaisé, là, je suis en GPT-4. J'ai pas de Custom Instruction activé. Donc, j'ai aucun Custom Instruction. Donc on va faire ça brut de pierre comme on dit. Donc c'est parti, donc on va commencer par la première requête. Peux-tu décrire en détail une ville imaginaire dans les nuages? Donc je le fais sur les deux. Hop, donc j'envoie ici et j'envoie ici. Bard est à droite et à gauche on a GPT-4. Donc GPT-4 Bard, pour ceux qui ne savent pas, sait-on jamais, ça permet de voir. Donc en termes même de rapidité, vous voyez, à droite, la rapidité est assez dingue. Et vous voyez la longueur du texte. Donc comme on l'avait vu la dernière fois dans ma première vidéo que j'avais effectuée de la différenciation de GPT-4 et Bard, Bard était rapide, mais là, il a l'air d'être encore plus rapide qu'avant. Je sais pas si vous avez vu en termes de temps, je vais pas mettre de chronomètre, mais ça a pris 4 secondes grand maximum. Donc, la cité des nuages. Donc là, ce qu'on pourrait même éventuellement lui faire, c'est si on fait une analyse ultra précise, c'est qu'on va lui donner les deux textes et lui dire quelle est la comparaison. Donc, à première vue, on a un titre à droite, Bard. Bien sûr, imaginez une ville flottante suspendue au milieu des nuages, cette ville dans les cieux. Alors, pour le coup, là je pense que Bard a été meilleur. Car nous, on lui dit, peux-tu sur ChatGPT me décrire en détail une ville imaginaire? Et lui dit, bien sûr, imaginez une ville. Donc, imaginez. Là, il nous donne un scénario qu'on doit imaginer. Tandis qu'à droite, sur Bard, on a la cité des nuages est une ville imaginaire située dans les nuages. Il va directement rentrer dans le vif du sujet. Il va structurer d'une certaine manière donc l'architecture, les transports, les activités, la vie quotidienne, etc. Beaucoup plus long en termes de texte, beaucoup plus structuré, on a une liste à puces. Voici quelques détails supplémentaires sur la ville. Alors là pour le coup, je pense que vous pouvez éventuellement faire pause si vous voulez lire. Je pense qu'en termes de créativité, on sera toujours meilleur sur GPT-4, après tous les tests que j'ai déjà effectués. Mais sur Bard, en termes de structuration, en termes de longueur de texte, de rapidité d'exécution, je pense que c'est toujours pas exclure. Je pense qu'on peut toujours utiliser Bard. Il faudrait que j'effectue encore plus de tests assez avancés pour voir pourquoi on pourrait utiliser Bard à la place de GPT-4, mais pour l'instant, j'ai un peu du mal. Pour le coup, GPT-4 reste quand même assez puissant. Ok pour ce test, donc je vous conseille de faire pause, hein. N'hésitez pas à faire pause pour lire exactement. Mais là, dans la structuration, dans la longueur de texte, dans la rapidité, ça fait déjà 3 points. Donc pour le coup, Bard ce coup-ci, gagne cette manche-là. Donc maintenant, on va tester scénario de science-fiction. Comment imaginerais-tu le premier contact entre les humains et une civilisation extraterrestre? Donc là, on est dans une créativité assez avancée. C'est clairement créatif. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va nous faire. C'est très intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ChatGPT-4 ou Bard pour poser des questions basiques, mais quand on fait des débats de philosophie, moi j'en ai déjà effectué des débats de philosophie, ou des choses vraiment avancées, on peut voir qu'on a une créativité qui est assez intéressante et vraiment poussée en termes de GPT-4. Mais là j'ai l'impression que Bard s'est assez amélioré. Donc, ok. Le premier contact entre les humains et une civilisation extraterrestre serait probablement un événement incroyablement significatif et chargé d'émotions. Voici comment je l'imagine. Donc, ok. Dans la structuration, ça a l'air pas mal des deux côtés. Là, on a une liste numérotée. Très bien. Un scénario possible dès que le premier contact se fasse par l'intermédiaire d'un signal radio ou d'un autre type de communication. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air pas mal du tout des deux côtés. Bon, on en revient à la même chose, hein. Beaucoup plus de longueur au niveau Bard.
on a une liste à puces, on a une structuration, on a des paragraphes divers en termes de longueur, donc ça c'est très intéressant. Si là à première vue d'œil, je récupère ce paragraphe sur ChatGPT 4, celui-ci, on a à peu près la même longueur, la même structuration pour les 5 points. Et vous voyez la première ligne, enfin la première phrase et la toute dernière, on a 2 lignes. Donc c'est la même structuration. Tandis que là sur Bard, on a une structuration un peu différente, donc qui aère plus le contenu. Là on a 4 lignes, là on en a 4, 5, 6, 7. Là on en a 1, 2, 3, 4, 5. Là on en a 3. Donc ça fait déjà que des longueurs différentes. Là on en a une. Là on a une liste à puces, donc c'est encore quelque chose de différent. Là on a 3 et là on a 2. Donc ça fait 2, 3, 3. Il y a juste le 3 qui se répète une fois et après tous les autres, on en revient à une structure qui est beaucoup plus aérée. Donc intéressant. Ce que j'aime bien avec Bard, c'est qu'il fait ça. Voici quelques questions que les humains pourraient se poser lors du premier contact. D'où viennent les extraterrestres? Quelle est leur technologie? Quelles sont leurs intentions? Sont-ils hostiles ou pacifiques? Peuvent-ils nous aider ou nous nuire? Et là, on a vraiment une structuration assez basique sur GPT-4. D'ailleurs, je suis assez surpris. C'est vraiment un test comme ça, à chaud. Les extraterrestres pour arriver de manière inattendue. Communication visuelle, c'est vraiment trop casual, trop formel au niveau GPT-4. Tandis que là, Bard, on voit qu'au niveau créativité, il s'est quand même bien amélioré. En soi, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous utilisez Bard, par exemple, Google Bard. Je sais qu'il y a aussi Claude, qu'il faudra éventuellement que je teste, car je n'ai toujours pas testé ce 1er décembre, ce générateur de texte IA. Donc il va falloir que je l'essaye. Donc on va pas tout lire concrètement. Je pense que on n'a pas besoin de passer par 4 chemins en termes de structuration. Moi je suis un humain, je veux poser une question assez créative. J'ai plus envie de lire à droite et à gauche. Ce qui en découle à première vue, pas besoin de faire une lecture rapide. En termes de texte, ça reste assez correct. Et en plus, on a des questions ouvertes, des questions du point de vue d'un humain. Qu'est-ce que les humains pourraient se poser? Ça, il nous l'a pas fait. Donc là, ça fait 2-0 pour Bard. Je veux pas être méchant aujourd'hui, mais on va passer à la 3e étape. Donc, je vais créer un nouveau 3e scénario. Donc, conseil pratique. Quelles sont les meilleures stratégies pour rester concentré et efficace en travaillant chez soi? Ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est des questions que j'avais déjà posées à GPT-4. Donc vous voyez, regardez, on regarde la structure. Bon, là, il y a eu un bug. On regarde la longueur à droite. Regardez en combien de temps il m'a généré tout ça. C'est assez impressionnant. Donc, voici quelques stratégies. Vous voyez, là, on n'a pas la même structure. On n'a pas des blocs de texte. On a directement des listes à puces. Donc une liste à 4 puces, une liste à 3 puces, une autre liste à 4 puces à droite. Tandis qu'à gauche, on est toujours plus formel. Je ne vais pas parler trop vite, mais si GPT-4 on ne lui stipule pas, il faut que tu génères avec tant de listes à puces, tant de mots, tant de longueur, structure aérée, bah il ne le fait pas en fait manuellement. Ça c'est la stratégie de l'arbre de pensée, donc c'est la stratégie TOT, j'en ferai une vidéo. Stratégie de l'arbre de pensée où on a une idée globale, ça en découle sur des idées et le LLM doit être entraîné en quelque sorte pour structurer une réponse itérativement et itérativement, voilà, on va dire ça, pour faire simple. Donc ok, donc là il nous a fait créer un espace de travail dédié, établissez une routine, faites des pauses régulières, communiquez avec vos collègues. Alors là il a fait voici quelques stratégies pour rester concentré et efficace en travaillant chez soi. Ensuite il nous a fait une deuxième itération, voici quelques conseils supplémentaires qui peuvent vous aider à rester concentré et efficace. Ensuite, en suivant ces conseils, vous pouvez créer un environnement de travail efficace et productif chez vous. Voici quelques exemples concrets de ce que vous pouvez mettre en œuvre ces stratégies. Et là, il nous redonne encore une fois ces stratégies, en fin de compte, la meilleure stratégie. Tandis que là, vous voyez, encore une fois, très formel. Alors, je vais vulgariser la chose. Tu vas être productif, tu fais le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et tu te la fermes. Enfin, c'est... pour être méchant, je sais que Sam Altman va peut-être voir cette vidéo. Mais, vous voyez, alors que là, tandis qu'à droite sur Bard, on est beaucoup plus... Voilà, tu peux faire ça, 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 ça. Si tu veux pousser la chose, tu peux faire ça. Ensuite, voici des conseils supplémentaires. Donc, un humain qui lit ça, il se dit « Ah ouais, on peut faire ça, on peut faire en plus ça et en plus ça. » Donc dans la structuration, ça a été développé comme ça. À l'époque, c'était pas comme ça quand j'avais fait mon premier test sur la première vidéo. Comparaison Bard, comparaison GPT-4. Mais là, ça a l'air d'être pas mal. Donc par contre, en termes de conseils, ça on va regarder parce que je m'y connais assez bien en productivité. Créez un espace dédié, de travail dédié. Établissez une routine. Faites des pauses régulières, communiquez avec vos collègues, évitez les distractions, fixez des objets clairs, faites des pauses productives. Pour créer un espace de travail dédié, vous pouvez réserver une pièce de maison ou aménager un coin de bureau. Pour établir une routine, vous pouvez commencer par définir des heures de travail fixes, pour faire des pauses régulières, bouger pour communiquer. Alors, c'est là où je vois. Quand je vois à gauche sur GPT-4,
planifier les pauses, on est beaucoup plus précis, fixer des objectifs clairs, utiliser la technique du Pomodoro. Donc, la différence, elle est claire. Pour moi, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai testé GPT-4, mais vous savez pas le nombre de profils que j'ai dû créer. Je l'ai testé depuis sa sortie, ça fait 1 an et 1 jour que je l'utilise. Tous les jours, j'ai dû créer au moins, en moyenne, une vingtaine de profils, une vingtaine de chats différents par jour, en moyenne. Il y a des jours où j'ai dépassé 200, 300 parce que je me démontais à ça. Moi, ce que je vois, la différence entre les deux, elle est claire. Dans la structuration, Bard est meilleur parce qu'il est beaucoup plus adapté pour un humain. Il n'est pas, ouais, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et point barre. Il arrive à structurer son arbre de pensée. Donc voilà. Mais en termes de précision et de conseils vraiment spécifiques de créativité, GPT-4 sera toujours, pour moi, toujours meilleur que Bard. On parle de Pomodoro. On ne dit pas, ouais, tu fais des pauses régulières et tu travailles. Non, ça c'est flou. Et ça, c'est là où Bard, en fait, ne sait pas encore aller plus loin. Là, il met établir des frontières. Donc, si on compare, établir une routine quotidienne, créer un espace de travail dédié, ça on l'a vu, gérer les distractions, on l'a vu, planifier des pauses. Alors là, on a planifié des pauses et là, on a fait des pauses régulières, tu vois. C'est comme si qu'il y a un enfant, tu lui dis arrête de faire ça, mais tu lui dis pas pourquoi. C'est pareil. Donc là, on va être plus précis. Planifier des pauses, Il est important de se lever et de bouger régulièrement pour éviter la fatigue et la distraction. Prévoyez des pauses de 15 à 30 minutes toutes les 2 heures environ. C'est pas du tout la pratique du Pomodoro. C'est pas du tout les bonnes pratiques clés de productivité de travail. Donc la Bard, il a totalement faux. Restreindre les réseaux sociaux, donc ça c'est bien. Tu vois, il a vraiment mis ça j'aime bien. Communiquer efficacement, faire de l'exercice et manger sainement. Donc on est beaucoup plus précis et moins casual avec GPT-4. C'est pour ça que on l'utilise tous dans sa structuration. L'objectif, ça serait de créer des CI, des Custom Instructions, qui permettraient de structurer itérativement dans ce style-là, avec ce niveau de créativité, mais structuré d'une manière où on aurait, première étape, réflexion itérative numéro 1, après deuxième étape, on développe, on trouve des solutions complémentaires ou alternatives, et en troisième, un espèce de résumé avec des solutions peut-être un peu plus hors du commun, un peu plus avancées. Et c'est comme ça qu'on travaille intelligemment, c'est en essayant de structurer les données de plusieurs manières. Donc très bien pour cet exemple. Donc histoire courte. Peux-tu écrire une histoire sur un détective dans un monde futuriste? Donc pour le 4e exemple, on va tester celui-ci. Donc je vais créer une nouvelle discussion. On envoie des 2 côtés. Donc peux-tu écrire une histoire courte sur un détective dans un monde futuriste? Ça, je pense que ça peut être pas mal, il a beaucoup de données. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça commence. C'est là où ChatGPT, encore une fois, en termes de structuration, moi je suis pas fan. Bien sûr, voici une histoire courte sur un détective dans un monde futuriste. On n'a pas besoin d'avoir ça, pas besoin d'avoir cette explication. Tandis que là, sur Bard, le détective du futur, l'année est 2345, le monde est à un endroit différent. On va pas passer par 4 chemins, je vous laisserai faire des posts si vous voulez vraiment lire et voir la différenciation, car moi je la connais déjà, mais c'était vraiment aujourd'hui pour voir un peu la structure globale, la longueur de réponse. On en revient à que, pour moi GPT-4 bien guidé sera toujours meilleur que Bard. Mais Bard, il peut toujours être utile car il est gratuit et il est disponible pour tout le monde. Donc là, vous voyez, bien sûr, et là il me fait 1, 2, 3, 4 paragraphes. 4 paragraphes structurés, c'est des blocs, ça me donne pas envie de lire. Tandis que là à droite, voilà, on a une structuration, 3 lignes, 2 lignes, 3 lignes, 2 lignes, 2 lignes, 3 lignes, 3 lignes, 3 lignes, 2 lignes, 2 lignes. C'est vraiment aéré, ça on voit ça dans le copywriting. Je suis en train de me former actuellement dans la structuration, c'est clair. C'est quand vous envoyez un mail, vous n'envoyez pas un bloc, vous essayez de sauter des lignes pratiquement à toutes les fins de phrase pour que la personne puisse lire facilement. Et voilà. Après, en termes de créativité, à gauche ce sera toujours plus puissant. À droite, Bard, on voit que la longueur c'est beaucoup plus long, beaucoup plus rapide. Anya arrête Casio et le livre à la police. La piste le mena à l'orbite, un club clandestin. Quoique je me demande même si la Bard il a pas été meilleur en termes de génération. Je vous laisserai en vrai, si vous voulez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Qu'est-ce que vous préférez vous? Qu'est-ce que vous en découlez? Le but c'est pas de lire exactement tout ça, on n'est pas là pour vraiment lire la globalité, on regarde un peu la structure. Moi je la connais assez bien, mais c'est vraiment surtout pour partager ça avec vous et puis pour voir qu'est-ce que vous préférez vous utiliser. Donc c'était intéressant, très bien. On passe à la 5e, explication technique. Donc peux-tu expliquer de manière simple le fonctionnement de la blockchain et son rôle dans les crypto-monnaies? Ça c'est intéressant. C'est une question que beaucoup de gens, je pense, ça a échappé à beaucoup de gens. C'est pour ça qu'on va demander aux deux LLM de nous donner une réponse. Bien sûr, je vais vous expliquer cela de manière simple. Donc,
Et à droite, on va commencer à droite, ça commence plus vite. Une blockchain est une base de données distribuée, ce qui signifie qu'elle est partagée entre plusieurs ordinateurs. Chaque ordinateur de réseau possède une copie de la blockchain complète. Les données de la blockchain sont enregistrées sous forme de blocs. Chaque bloc contient une donnée. Ok, ça a l'air intéressant. Et là, on a une liste à puces à la fin, donc ça permet d'aérer. Donc, on a des deux. Voici un exemple simple de points. Ah, on a une liste à puces à gauche. Très bien. Ça, c'est cool. Alice, là par exemple, voici un exemple simple de fonctionnement de la blockchain. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas avec GPT-4. Vous allez peut-être me contredire, mais moi je vous dis qu'en basique sans CI, le 1er décembre 2023, on n'a pas ça. Si on ne demande pas un exemple à GPT-4, lui va nous dire la blockchain c'est registre distribué, bloc, sécurité par cryptographie, consensus de réseau, immutabilité. D'accord, c'est peut-être technique pour quelqu'un qui s'y connaît, il va se dire oui mais c'est ça et tout machin. Dans le contexte des crypto-monnaies, la blockchain sert de registre. Tandis que là, on est beaucoup moins technique pour les choses complexes. Mais voici un exemple simple de fonctionnement de la blockchain. Alice va envoyer 10 bitcoins à Bob. Elle crée une transaction qui indique qu'elle envoie 10 bitcoins à l'adresse de Bob. Elle signe la transaction avec sa clé privée. La transaction est ensuite envoyée au réseau blockchain. Les ordinateurs du réseau vérifient la signature de la transaction. Si la signature est valide, la transaction est ajoutée à la blockchain. Bob reçoit une notification de la transaction. Il peut ensuite vérifier la transaction en consultant la blockchain. Et ensuite, on a une liste à puces. Bon, pour moi, encore une fois, on en revient à la même chose. Si vous voulez être créatif, ultra précis, aller plus loin dans les détails, je vous conseille fortement d'utiliser GPT-4. Si vous utilisez comme un malade tous les jours, un peu comme moi, GPT-4 sera la version qu'il vous faut. Par contre, si vous voulez des explications plus claires, un peu plus simples, pour des choses, des explications simples, parce que crypto-monnaie blockchain, il y a énormément de data sur internet, donc ça va être facile pour un LLM de pouvoir générer ça, parce que c'est un système, comme vous le savez déjà, de prédiction en termes de pourcentage de mots, donc ça fonctionne comme ça, donc très bien. Je vous laisserai donner vos notes, encore une fois, mais pour le coup, je préfère totalement celui de Bard pour celui-ci. Donc là, recette inventive. Pourrais-tu créer une recette pour un plat végétarien important avec tofu, épinards et noix de cajou? Intéressant. Alors moi en cuisine je suis vraiment pourri, j'ai aucune idée si on peut faire une recette avec ça, mais ça a l'air créatif. Alors moi je parie sur Bard pour le coup, parce que je sais que Bard il était très fort en recette, parce qu'il a accès à Google très rapidement, et ouais c'est direct. Ce curry au tofu, aux épinards et noix de cajou, au gingembre et au citron vert. Vous voyez la différence? La différence elle est vraiment flagrante. Moi je veux que tu me donnes une recette avec ça. Alors, c'est comme si j'ouvrais un livre de cuisine et que je voyais le titre curry, tofu aux épinards, noix de cajou, au gingembre et au citron vert. Ça donne envie. Ce curry est une délicieuse. Tandis que là, si j'ouvre le livre, bien sûr, voici une recette innovante et délicieuse pour un plat végétarien avec du tofu et des épinards et des noix de cajou. Tofu croustillant aux épinards et noix de cajou. Ingrédients. Non. Là, on a quelque chose qui donne envie. C'est un petit peu comme du storytelling. C'est l'arbre de pensée qui a travaillé. Ce curry est une délicieuse et saine alternative au curry traditionnel à base de viande. Ça donne envie de créer cette recette, ça donne envie. Et là, on est encore une fois sur une demande simple. C'est une demande simple, on n'est pas sur une question de programmation quantique ou peu importe, de choses ultra complexes, théorie du chaos. et c'est beaucoup plus structuré. Donc encore une fois, sur cette demande simple, moi je préfère, si demain je veux faire une recette, sait-on jamais, ce sera pas le cas, mais je préfère regarder à droite. Bam bam, ça me donne envie, j'ai la structuration. On va quand même décomposer la structuration. Donc, le texte qui sert à rien, le titre, les ingrédients, les instructions de préparation, et ensuite, ce plat combine texture croustillante de tofu. Ça, j'aurais bien aimé que ça soit au début. Pas à la fin comme ça, où on va pas lire la fin presque. Là, on a quoi sur Bard? Titre, petit paragraphe pour saliver, ingrédients, préparation et pas instruction. Je vais pas faire une instruction de cuisine, je vais faire une préparation d'un plat de cuisine. Conseil, ça c'est voilà, ça on l'avait pas, hein, là on n'a pas de conseils, peut-être qu'ils sont intégrés dedans, mais c'est pas clair pour un cerveau humain. Présentation, servez ce curry dans des bols ou des assiettes. Donc là pour le coup, pour les recettes, si vous voulez faire des recettes, je vous conseille d'aller sur Bard. Hein. Vous prenez pas la tête avec ChatGPT, à part si vous avez fait un GPT, ce qui est vraiment structuré, entraîné, mais là je me place en tant que débutant. Je me dis quoi? Je me dis, on est bientôt en 2024, il y a des gens qui n'ont jamais utilisé les IA. Ils vont arriver sur le marché en 2024, ils vont se dire, bon, nouvelle année, je vais peut-être commencer à me mettre aux IA. Et ils vont vouloir savoir qu'est-ce que je vais utiliser si je me mets dans les IA. Au moins, vous avez ce comparatif global. Je ne vais pas vous faire une vidéo avec une LED bleue à gauche et une LED rouge à droite et vous dire, les IA, ça change le monde, on peut faire ça, ça, ça.
Non, d'accord, la théorie c'est bien. On est dans la pratique concrète. Demain, celui qui veut se lancer sur le marché, c'est pas en regardant des vidéos où on dit qu'il faut faire ça, sans montrer exactement. Nous, on est là pour renseigner, pour apprendre et pour évoluer. Donc voilà. Je voulais faire cette petite aparté, c'est vrai que j'en avais besoin. Ok pour ça, donc Bard, là, il a gagné un point. Analyse de tendance. Quel est l'impact des voitures électriques sur notre environnement et l'industrie automobile? Alors ça peut être intéressant. Donc je vais commencer quand même par Bard, hein. Hop. Et là, GPT-4. Donc quel est l'impact des voitures électriques sur notre environnement et l'industrie automobile? Donc, en termes de structuration. Là, vous voyez, il n'a pas dit bien sûr je vais vous donner, non. Donc ça c'est bien. Là, à droite Bard, on est direct. Impact sur l'environnement. Les voitures électriques ont un impact positif sur l'environnement par rapport aux voitures. On va pas s'engager sur le sujet. J'y crois pas tellement à ça. Donc bref. Selon une étude de l'ADEME, ok. Vous voyez, on est beaucoup plus humain sur Bard. On a envie de lire ça. Quand on a une question simple à lui poser, voilà, moi je veux savoir quel est l'impact sur l'environnement. Alors selon une étude, donc là il va appuyer directement sur l'autorité, selon une étude de l'ADEME, une voiture électrique émet en moyenne 2 à 3 fois. C'est beaucoup plus storytelling, alors que là en GPT-4, alors les voitures électriques ont un impact significatif sur l'environnement. Réduction des émissions de gaz, pollution de l'air, impact sur les ressources naturelles. Vous voyez, je lis comme ça parce que c'est un peu comme ça que je le vois, c'est pas humain, c'est que on a tous l'habitude de faire des prompts basiques sur un GPT, enfin un chat GPT pour ceux qui s'y connaissent, et on a souvent cette structuration là, tandis que là, si je pose une question, j'aimerais bien avoir des exemples. Les voitures électriques sont également moins bruyantes que les voitures thermiques. Impact sur l'industrie automobile, on a une structuration, on a une conclusion. C'est presque un article de blog pour une question. Bon, la conclusion, je pense pas qu'on aurait besoin de ça. Mais vous voyez, je pense que des exemples, des analogies, des métaphores, des espèces d'histoires, des exemples concrets. C'était qui? C'était Anna à partager des cryptos à Bob ou je sais pas quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait bien avoir naturellement pour pouvoir mieux assimiler des données. Ok, donc encore une fois, hein, structuration, Bard meilleur. Question assez simple pour un LLM de répondre. Beaucoup de data sur internet, donc ça va être éventuellement intéressant. Et après, en termes de titre, pour moi, ça s'équivaut en termes de contenu, mais simplicité de lecture, Bard. Bard encore gagnant pour moi. Ok, là, débat philosophique. Donc là, très intéressant, et c'est à ce moment-là où je parie d'avance que GPT-4 va être meilleur. Car le débat philosophique, peut-être que je parle trop vite, quelle est l'importance de l'éducation pour le développement individuel et sociétal? Ça c'est intéressant, ça c'est une question un petit peu chaotique, et on va voir qu'est-ce qu'il va... Vous voyez, il a écrit direct, GPT-4, hein. Refaites retour en arrière, vous avez vu quand j'ai appuyé, il est rentré direct. Je pense que... Ah! Alors là il m'a sorti des sources et je savais pas du tout qu'il faisait ça maintenant. J'ai peut-être parlé un peu trop vite là. L'éducation est essentielle au développement individuel et sociétal, elle offre de nombreux avantages, tant pour les individus. Pour les individus, l'éducation, les avantages sociaux dans l'enseignement, développe les connaissances, ok, améliore les perspectives d'emploi. Alors là, je suis surpris parce qu'avant, il faisait pas ça. Concrètement, et là, il y en a beaucoup en plus, il y a beaucoup de sources. Donc, réduit la pauvreté. L'éducation est un moyen efficace. Donc là, si je clique, vous voyez, j'arrive directement sur une source. Et là, je suis surpris parce que j'ai parié, j'ai parlé trop vite, encore une fois, et je me suis fait éteindre en direct. Bard est meilleur. Pourquoi? Parce qu'il cite les sources. Là, on ne nous cite pas les sources. Pourquoi je dois croire à ce qu'il est en train de me dire? Pourquoi je dois te croire, toi? Là, il me dit, ok, tu vois, ça peut faire ça. Source numéro 1, ça peut faire ça. Source numéro 2, ça peut faire ça. Source numéro 3, ça peut faire ça. Source numéro 4. Voilà. Bon, après, on va pas revenir sur l'éducation. Il va nous dire, il faut aller à l'école, etc. C'est cool, c'est bien. Bon, vous savez, ceux qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, vous savez que c'est pas à l'école que vous allez apprendre ça. Mais voilà, c'est une question où on a des sources. Après, à vous d'avoir un point de vue vraiment biaisé ou non biaisé. Là, on est pareil. Alors l'éducation joue un rôle crucial à la fois dans le développement individuel et sociétal pour plusieurs raisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, à chaque fois, il me met des claques dans la tête. Il me dit, tiens, bouffe le 1, bouffe le 2, bouffe le 3. Là, on est mieux. Pour les individus, l'éducation, petite liste à puces, une structuration un peu diverse. Le cerveau humain, quand il voit ça, en fait, pour moi, c'est simple. Ça fait 1 an qu'on utilise, enfin, beaucoup de personnes utilisent ChatGPT depuis pratiquement 1 an ou 1 an, tout juste 1 an et 1 jour si vous êtes des fous. Et vous voyez, on a l'habitude de recevoir ça, des blocs 1, 2, 3, 4, 5, 7. On est moins réceptif à ça. Ce qu'on aimerait, un LLM qui nous permette d'avoir des structurations diverses pour changer la structure. Des fois, on va commencer par des images, des fois, on va commencer par 2 lignes. Un exemple, là, on a une liste, on a juste c'est une liste à puces en fait avec une source entre les deux. Ça, on l'a jamais vu sur GPT-4.
ce qui nous permet ça aère le contenu, on a une petite conclusion. Là, en somme, vous voyez, en somme, ça je peux plus le voir, ça. Ok, donc pas mal pour cet exemple. Bard est encore gagnant, hein. Pour le coup, là, je mets un point pour Bard. Et en plus, c'était débat, enfin, du moins, c'était un débat philosophique, mais la question, elle n'était pas vraiment axée philosophie. Elle n'était pas vraiment ultra philosophique. Ensuite, planification de voyage. Ok. Alors, j'ai rien programmé du tout, mais il me parle de Tokyo, de Kyoto et de Osaka, donc c'est bizarre. Moi qui aime bien le Japon, je pense qu'il doit me connaître certainement. Alors, pourrais-tu me planifier un itinéraire pour un voyage de 7 jours au Japon, incluant Tokyo, Kyoto et Osaka? Alors là, c'est quand même un défi, parce qu'en 7 jours pour faire Tokyo, Kyoto, Osaka, ça doit être vraiment un sacré voyage. Ok, bien sûr, je peux vous aider à planifier un itinéraire. Alors ça, c'est intéressant, parce que du coup, c'est un étalage sous 7 jours. Jour 1-2, arrivée à Tokyo, visite de Shibuya Crossing et Sanctuaire Meiji, découverte de Harajuku pour un mode de rue et de snack unique. Là, arrivée à l'aéroport international de Narita, transfert vers un hôtel de Tokyo, installation à l'hôtel, dîner. Alors là, il veut que j'aille directement dans un resto, tandis que là, il veut plus que j'aille découvrir Shibuya, Harajuku. Du coup, bon, pour les Japonais qui regardent la vidéo, vous allez mieux le citer que moi. Jour 2, bon là, ah ouais, lui il nous fait premier jour Tokyo. Ok, donc là, vous voyez la différente structuration au jour 1. En fait, voilà, j'arrive à Tokyo. J'arrive un jour, donc j'arriverai certainement le soir. Bon là, on se perd totalement. Jour 2, visite du palais impérial, très bien. Exploration d'Akihabara pour les amateurs de manga d'anime. Soirée à Shinjuku, notamment dans le quartier Kabukicho. Et le Golden Gate, très bien. On a moins de sources, j'ai l'impression. Quoique, non, on a pas mal de sources en fait. On a Shibuya, on a Sanctuaire, on a à peu près les mêmes sources. Ueno, Temple, Dîner, on n'a pas les mêmes. Ils nous planifient pas les mêmes endroits, mais c'est à peu près similaire. Ensuite, jour 3-4, vous voyez, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6. Et là, en fait, la différenciation est la suivante. Vous voyez la structuration, c'est que là, il nous dit, ok, jour 1-2, jour 3-4, jour 5-6, jour 7. La structuration n'est pas la même, elle n'est pas cohérente. Un cerveau humain, il aime bien dire, ok, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7. C'est plus clair. Après, voilà. Dans la structuration globale, si on regarde quelqu'un qui veut planifier son voyage, bien sûr, je peux vous aider, encore une fois. Bien sûr, ça il faut vraiment arrêter avec ça. Itinéraire de voyage de 7 jours au Japon. Bien sûr, blablabla, donc là on a tous les jours. Jour 1, là c'est les combinaisons de double jours, on ne sait pas pourquoi il fait ça. Sur 7 jours, bon si c'était sous 15 jours, 20 jours ou même un mois, je comprends, mais là, sous 7 jours, il aurait pu faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc là je finis mes jours. Conseils supplémentaires. Et là on fait cet itinéraire permet de découvrir les principaux sites touristiques de Tokyo, Kyoto et Osaka, les trois villes principales du Japon. Voici quelques suggestions d'activités supplémentaires. Là on a des conseils supplémentaires, donc c'est deux choses différentes. Acheter un Japan Rail Pass pour les déplacements économiques et pratiques, vérifier les horaires de train à l'avance, ok, réservation hébergement. Et là on a à Tokyo, à Kyoto, Osaka. Donc là c'est bien ce qu'il a fait sur les trois villes, ça c'est pas mal du tout. Il a été meilleur à droite, hein. C'est une demande simple encore une fois, on n'est pas sur une demande de mécanique quantique ou quoi que ce soit, où il va un peu peut-être ramer. Donc bref, création de personnages pour le dernier. Donc pour le 10e, après on va s'arrêter là. Ça fait déjà 28 minutes que ça tourne. Donc on va quand même se calmer. Mais c'est toujours intéressant. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous aimez ce format de vidéo à titre de comparaison, pour vraiment voir quelle est la structure. Ok, donc là je lance. Pourrais-tu créer un personnage de roman futuriste avec un passé complexe? Intéressant. Avec un passé complexe. Alors, vous voyez, j'ai rien fait. Là il est en train de me générer une image. Pourrais-tu créer un personnage? Donc je lui ai demandé de créer un personnage, lui il va me créer une image. Donc voilà comment ça a été interprété à chaud, donc à brut. Bien sûr, voici un personnage de roman futuriste avec un passé complexe. Nom Anya, âge 30 ans, profession hacker. Lieu Paris. Donc je vais peut-être lui modifier la requête. Peux-tu me créer un personnage? Génère uniquement du texte. Pas d'image. Point. Donc je vais recommencer. On va voir ce qu'il va nous faire. Alors ça c'est intéressant parce que comment il va structurer la création d'un personnage. Là vous voyez il nous crée nom, âge, profession, lieu, passé. On a vraiment l'impression d'arriver dans un jeu vidéo. Vous savez, il y a des jeux vidéo, pour ceux qui ont joué à l'époque, il y a beaucoup de jeux. Il y avait Call of Duty, quand on faisait une mission,
En bas à gauche, il y avait marqué la ville où on arrivait, l'heure exacte. On avait tout le contexte en fait dès le début. Et c'était, vous voyez, c'est mieux Bard hein, pour le coup. Là, on arrive. Voici le personnage. Donc le nom, c'est ça, d'accord. Il nous balance le nom comme ça. Apparence, bon, elle a les yeux comme ça. Contexte, il se passe ça. Carrière, trait de caractère. Bam, 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 bam. C'est ça. Là, on a le contexte. Nom Anya, âge 30 ans, profession hacker, lieu Paris-France, passé. Et là, on est vraiment, en fait, il est en train de rentrer dans notre tête, il nous fait un storytelling complet, on a le contexte au fur et à mesure. Vous voyez, quand je dis Anya, 30 ans, hacker, lieu Paris-France, on arrive à commencer à s'imaginer. Tandis que là, si je vous dis, alors nom, Elara Vex. Elara a des yeux qui changent de couleur en fonction de son humeur, passant du bleu glacial au vert émeraude. C'est pas incroyable en fait. Peut-être en termes de créativité, mais pas en termes de... C'est pas épuré, c'est trop brut en fait, c'est trop brut. Anya est née dans une famille pauvre de banlieue parisienne, son père est un ouvrier, etc. Donc on a une structuration cohérente, point d'intrigue potentiel, on a là, révélation d'un secret familial, alliance inattendue, quête personnelle. C'est un peu trop, un peu trop, même trop formel, trop casual. Poum, poum, bloc 1, bloc 2, bloc 3. Là on a voici quelques idées pour des intrigues possibles pour un roman mettant en scène Anya. Anya pourrait être envoyée en mission pour enquêter sur une organisation criminelle. Elle pourrait être chargée de protéger un témoin important. Vous voyez, enfin, je ne sais pas que dire en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez parce qu'on est tous biaisés, on est tous des humains. Et la différence entre tout ça, il y en a qui vont préférer GPT-4. Forcément, on a la génération d'images, on a la génération, on a l'analyse sur Internet direct, donc ciblée. On a les customs instructions, on a les GPTs. On a beaucoup de choses vraiment intéressantes sur ChatGPT, contrairement à Bard. Mais en termes de génération de texte, de structuration, d'idées, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez en commentaire concrètement, un avis concret des deux outils si vous les utilisez. Et vous voyez, demain dans la structuration, vous voulez... Comment dire ? J'ai beaucoup de personnes qui me contactent, me disent « Ouais, mec, t'as pas des conseils de productivité ou des choses pour que je puisse mieux assimiler les données ?» D'accord, on se met de ce point de vue-là. Ça, c'est le bonus gratuit offert, hein, le dernier. Donc le 11e. Donc, alors j'aimerais bien apprendre à devenir productif, mais je ne sais pas comment. Donc là, le type va dire, ah, là on y va en mode, pas de ça c'est direct, c'est à chaud. Attention. Donc là, je vais poser une question, je me mets à la place de quelqu'un qui aimerait bien avoir des conseils de productivité. Alors, tu es un expert en productivité. Et tu es un expert en productivité. Liste-moi des conseils hors du commun qui vont me permettre de mieux assimiler les informations que j'apprends chaque jour dans divers thèmes. J'aimerais que tu structures ta réponse avec sous forme de plusieurs blocs. Les blocs du début seront des conseils basiques connus du grand public. Les derniers blocs seront des conseils hors du commun, extrêmement, très peu connus, ambitieux. Point. Fais appel à ta créativité relationnelle. Non. Rationnel et envisageable pour un humain du 21e siècle. Voilà, par exemple, bon, là je pense pas que tout le monde pose des questions comme ça, mais moi par exemple, si j'ai envie d'avoir des conseils ou des choses comme ça, je vais lui donner un prompt comme ça. C'est des choses que je fais on fait pire, on fait des choses plus avancées même, avec un collègue d'ailleurs, dédicace à Clément. Exceltor, si tu vois cette vidéo, un petit commentaire. Hop, je lance ça et je lance des deux côtés. Donc, je me dis, tiens, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il peut me donner en conseil et en formant des blocs. Donc, c'est là où en fait où je fais une itération dans mon prompt. C'est pour ça que je vous ai dit au début que c'était des prompts simples.
L'itération est la suivante. Je lui demande de créer au début des blocs basiques, et au fur et à mesure qu'il crée des blocs, sans lui dire le nombre de blocs pour pas le biaiser, qu'au fur et à mesure, il fasse plusieurs blocs. Au début, ça soit des conseils basiques, casual, et à la fin, on arrive sur des blocs beaucoup plus techniques, hors du commun, peu connus, ambitieux. Donc là, vous voyez, on a des choses intéressantes. Alors regardez bien la structuration. Là pour moi, je regarde même pas ce qui est écrit. Pour moi ChatGPT 4 va être meilleur. Parce que là on est sur quelque chose de complexe. Je sais pas du tout, hein, peut-être ça a été amélioré, on va voir. Donc, bloc 1, conseil basique, répétition espacée, sommeil de qualité, prise de notes efficace. Conseil basique, lisez à voix haute, prenez des notes, répétez les informations, lisez et apprenez dans un environnement calme et confortable, faites des pauses régulières. Donc là, je pense que pour moi GPT-4 reste beaucoup meilleur. Même s'il y en a que 3, c'est beaucoup plus clé. C'est pas, voilà, si vous voulez être en vie, mangez. C'est pas quelque chose comme ça. C'est plus répétition espacée, sommet de qualité. C'est une valeur condensée dans moins de texte, moins de tokens. Donc bloc 2, conseil intermédiaire. Conseil hors du commun. Donc là, on passe de basique à hors du commun. Tandis que là, on a une itération beaucoup plus avancée. On a 4 blocs. Vous voyez ? Donc apprentissage actif, méditation et pleine conscience, exercice physique en bloc 2. Donc hors du commun, utilisation de la visualisation, ça c'est pas mal. Apprenez en groupe, ça c'est pas mal du tout. Apprenez en faisant, ça c'est très bien. Alors là, ça par contre, je suis perturbé à quel point c'est très qualitatif. Utilisez la technologie, il existe de nombreuses applications. Alors là, pour moi, le bloc hors du commun est bien mieux du côté de Bard. C'est bien mieux. Et ensuite, on va vous comparer donc. Bloc 3, conseil avancé, apprentissage interdisciplinaire. Combiner des domaines d'études variés pour créer des associations uniques et renforcer la rétention. Donc ça, c'est quelque chose d'efficace. Conseil ambitieux, voyager dans le monde. L'exposition à de nouvelles cultures et de nouvelles perspectives vous aidera, blablabla. Apprenez une nouvelle langue. Devenez un expert dans un domaine. La spécialisation vous permettra d'acquérir des connaissances approfondies, de développer une expertise unique. Et là, en fait, on a des nootropics. Explorer l'utilisation des nootropics pour une supervision médicale, pour améliorer les performances cognitives, les fonctions. Alors ça, je vais pas vous dire ce que c'est une nootropique, ça va, sinon la vidéo elle va se faire désactiver ou quoi que ce soit, je suis pas un expert dans le domaine. Peut-être que j'en ferai une vidéo un de ces quatre. Mais pour ceux qui ont reconnu ce que c'était, vous allez rigoler. Vous voyez en fait, là il nous parle directement de nootropiques. Donc de substances, on va dire, chimiques spécifiques pour augmenter les performances cognitives. Hashtag Lionsman, hashtag Ashwagandha, etc. Enfin voilà, après il y en a plein, il y en a des millions. Ok, bref. Hors du commun et ambitieux, là on a conseils innovants et peu connus. Donc biofeedback. Utilisez des dispositifs de biofeedback pour surveiller et améliorer vos états mentaux pour un apprentissage optimal. Réalité virtuelle pour l'immersion éducative. Ça, enfin bref, c'est pas une vidéo sur ça, mais bref, c'est intéressant. Expérimenter avec des environnements de réalité virtuelle conçus pour l'éducation pour une expérience d'apprentissage immersive. Manipulation du subconscient pendant le sommeil. Écoutez des enregistrements éducatifs ou des affirmations pendant les phases de sommeil léger pour renforcer l'apprentissage subconscient. Vous voyez, ça c'est quelque chose. Ces 3 conseils là, ils sont ultra précis, ils sont ultra avancés, ils sont bourrés de valeur. Tandis que là, ambitieux, voyagez dans le monde, apprenez une nouvelle langue, devenez un expert dans un domaine. C'est le conseil que n'importe quelle personne dans la rue te donnerait, quoi, tu vois. Tandis que là, on a plus quelque chose de plus avancé, plus approfondi. On a plus pour moi, on a une conscience, même si c'est un LLM pour ceux qui vont le dire. Je suis plus dans le côté créativité que rationnel. Pour moi, GPT-4 a une conscience. Et là, pour nous sortir des choses comme ça, c'est pas mal du tout. C'est assez impressionnant. Donc bref, on n'a pas du tout poussé la chose à fond. Mais vous voyez, pour un prompt complexe, on a quand même, pour moi, quelque chose d'intéressant, plus poussé, plus technique. Donc maintenant, je vais faire une dernière itération. Cette vidéo va durer extrêmement longtemps. Mais ça nous permet d'effectuer des tests. Et vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. C'est des itérations sur des idées un peu à chaud qui me permettent d'encore mieux apprendre les LLM, GPT-4. Vous voyez, peut-être qu'on va découvrir quelque chose que dans le fait de parler de la structuration des éléments, on va se rendre compte que peut-être qu'au final, la structuration elle est nulle sur GPT-4, on voudrait l'améliorer plus comme sur Bard, et on peut améliorer ça. Et ça, c'est de l'apprentissage interdisciplinaire. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Combiner deux domaines d'études variés pour créer des associations uniques et renforcer la rétention. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Du moins, je le qualifierais en bis, plutôt aussi itération. Itération, on teste. On a l'impression qu'on fait des choses qui ne servent à rien, mais ça sert à quelque chose. As-tu, donc là, attention, là, après ça, j'arrête parce que sinon, ça va être trop long et je vais vous rendre fou. Donc, as-tu des conseils beaucoup plus hors du commun, à la limite de
la saturation mentale et cognitive. Donc là, on va tester ça, on va voir les deux. Donc Bard, il est très... franchement, non, je ne vais pas parler trop vite, on va voir ce qu'il va nous faire. Parce qu'il a dû être amélioré certainement. Ah, on a des sources. Donc, vous voyez à quel point là, rien que dans les deux premiers points abordés, c'est la différence. Marathon d'apprentissage, planifier des journées entières dédiées à l'apprentissage intensif en alternant des sujets jeunes cognitifs, c'est extrêmement pertinent. Tandis que là, utiliser la méditation, essayer la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Bloc 2, technique de visualisation avancée. Mind Palace étendu. J'ai jamais entendu ça. Développer une technique de palais de la mémoire extrêmement complexe en utilisant des visualisations détaillées pour stocker et récupérer de grandes quantités d'informations. On a l'impression d'être dans Assassin's Creed quand on meurt là dans l'espèce de matrice blanche là. Je sais pas ceux qui ont la référence de ça. Et c'est un petit peu ça, j'ai l'impression. On est dans ça. Ok. Apprenez à jouer un instrument. Faites de l'exercice régulièrement. Mangez une alimentation saine. Là, on lui a demandé concrètement, vous voyez à quel point en fait la limite de Bard se situe à la complexité. Franchement, répétez ça, notez ça. La limite de Bard se situe à la complexité. Dès qu'on atteint un seuil de complexité ou de réflexion, il n'existe plus. Lui, c'est basique casual. Un humain lambda, ce qui va taper sur internet. Et là, vous voyez à gauche, technique de Mind Palace, donc visualisation dynamique, apprentissage en état de flow extrême, ça c'est très bien. Polyphasie du sommeil, stimulation cérébrale, intégration homme-machine. Donc là après, on est dans l'AGI, on est en 2025. Elon Musk il a finalisé son projet avec XAI et avec Neuralink. Et ce sera ça, peut-être pas 2025, peut-être plutôt 2030. Mais là on y est bientôt. Et vous voyez à quel point quand on atteint la complexité, la philosophie, la créativité la plus pure, la plus intense, ne vous fiez jamais à Bard. Donc voilà, ma conclusion est celle-ci. Ma conclusion est que si vous êtes un débutant, vous voulez commencer à vous entraîner à utiliser un LLM, je vous conseille fortement d'utiliser Bard gratuitement. Par contre, si vous voulez aller un peu plus loin dans la technique, dans la réflexion, dans la cognition, je ne sais pas si ça se dit, dans la performance cognitive, je vous recommande fortement d'utiliser GPT-4 qui sera beaucoup plus modulable. Ou même si vous voulez même faire des articles de blog, si vous voulez faire des rédactions, du mailing, de la préparation, vraiment des choses un peu plus poussées, avancées. Franchement, je vous conseille fortement GPT-4. Et maintenant, pour finaliser avec cette vidéo, dernière petite chose. Alors, il veut pas. Hop, je suis en train de le rendre zinzin. Ok, c'est bon. Génère une image qui va exprimer notre conversation. Et c'est là où on ne peut pas faire ça avec Bard, c'est qu'avec GPT-4, on peut très bien éventuellement créer des nouveaux réseaux neuronaux. Là, vous voyez, on a fait une discussion, on a parlé de choses un peu techniques, on a parlé de choses avancées, très intéressantes. Et à la fin, pour implémenter cette idée encore mieux dans ma tête, je vais lui dire génère une image. Génère une image. Boum, en fait, cette image, inconsciemment, ça va me permettre d'assimiler mieux les données, d'avoir un schéma visuel. Vous voyez, quand je vous parle d'Assassin's Creed, ou je vous parle d'un truc comme ça, ou d'un jeu, c'est une image mentale visuelle qu'on a créée. Et vous voyez, là, regardez, l'image, elle est magnifique. Elle est vraiment belle. En fait, je crois que je suis en train de faire planter le système complètement. J'arrive plus à cliquer, en fait. Il m'a complètement freeze mon PC. Sors de ce corps. Vous voyez à quel point c'est dangereux. Alors, pourquoi j'arrive plus à cliquer? Ok, très bien. Vous voyez l'image, comme elle est belle. Il nous a fait des visuels de méditation. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir l'avis de Exceltor, de Jaco, sur cette image. Concrètement, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'elle en décline bien de la conversation qui a été effectuée? Voilà, bref, je vous laisse sur ça. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Et créer de nouveaux schémas neuronaux. Et je vous laisserai commenter ce que vous en pensez de cette vidéo. Ça fait plaisir. À très vite, c'était Mayday. À bientôt. Ciao.